j'étais jamais ressortie seule depuis 7 ans. J'avais traversé vraiment l'horreur. Pendant des années, j'ai cru voir cette personne d'une manière dont elle l'était pas du tout. Mon consentement n'a pas été respecté, donc du coup, je peux en parler. Ouais, c'était des menaces de mort. Le lendemain, mon téléphone, c'était une catastrophe, quoi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Moi, je suis très content et très heureux de recevoir Oshi aujourd'hui. Je suis ravie d'être là, vraiment. Merci à toi, comment tu vas ? Ça va super, en plein mix de l'album et tout ça, on est en train de finir les derniers trucs, mais du coup je suis trop contente de sortir de ma grotte là pour venir te voir. J'avais envie de te dire quelques paroles, parce que en fait je voulais te remercier déjà pas seulement pour tes chansons, mais d'avoir autant mis de ton histoire dedans. Depuis plusieurs années maintenant, tu as quand même beaucoup transformé toutes les expériences très douloureuses. Et là je parle évidemment du cyberharcèlement dont tu as fait l'objet, cette relation d'emprise dont tu as parlé, les insultes homophobes. Et tout ça, tu as tout transformé en chanson. Et je trouve que quand on transforme des blessures comme ça et des choses qui sont abjectes en musique, c'est ça qui est beau aussi. Donc merci pour ça. Merci, ça va me mettre les larmes aux yeux direct. Merci, ça me touche, vraiment. C'est pas le but, mais je trouve que tu as beaucoup de courage. Et je voulais te remercier pour ça. Voilà. Merci, franchement, c'est vrai que j'ai pris un peu cher ces dernières années, mais j'ai trouvé un peu, je sais que pour avancer, pour aller mieux, je suis obligée de transformer. J'ai trouvé le truc pour survivre en fait, donc, et pour vivre tout court d'ailleurs, donc merci, ça me touche vraiment. Alors j'ai eu la chance d'écouter tes nouvelles chansons, on va en parler aujourd'hui. Et alors ce sont des chansons où il y a évidemment beaucoup de douleur, comme on en parlait juste avant, mais j'ai trouvé aussi qu'il y avait beaucoup d'espoir et de résilience. Et... Pardon, vas-y. Ah non, mais en fait, tu dis les choses trop bien parce que c'est vrai que je les ai faites dans la douleur, mais en les faisant, j'ai digéré plein de choses. Donc en fait, il y a beaucoup de lumière aussi dans les chansons finalement. Et donc le premier morceau qui a ouvert cette ère s'appelle Bonjour, Docteur. Est-ce que c'est grave, docteur ? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur ? Je suis à quel stade du malheur ? Est-ce que tu peux nous replacer un peu de contexte autour de cette chanson et pourquoi c'est important pour toi d'ouvrir cette ère avec cette chanson ? Ouais, complètement. Alors déjà, c'est une des premières que j'ai faites sur cet album et en fait, ça ouvre vraiment tout l'univers autour de la santé mentale, de l'hôpital, tout ça, enfin le délire d'arriver devant un docteur, d'enfin parler de plein de choses et tout ça. Et donc je me suis dit, quoi de mieux que ce thème-là pour ouvrir l'album et commencer cette ère-là, même si évidemment j'ai toujours eu conscience qu'elle était atypique cette chanson, que c'était pas dans l'album il y a des chansons plus tubesques entre guillemets, plus avec des thèmes plus précis. Là c'est vraiment d'ailleurs je commence la chanson en disant bonjour docteur, faut que je crache qu'il m'arrive. Bonjour docteur, faut que je crache qu'il m'arrive. Je suis condamné au crash, j'arrive même plus à vivre. Il y avait une urgence en la faisant et j'ai eu une urgence à la sortir en fait. Et pourquoi l'image de docteur ? Est-ce que tu fais un rapport avec peut-être un psychologue quand tu as commencé à reprendre soin de toi, de ta santé mentale ? Ouais, en fait, je pense que le docteur, en tout cas dans l'album, il va représenter à la fois vraiment le docteur, premier degré, tout ce qui est psychologue et tout ça, toutes les personnes que j'ai dû aller voir pour m'en sortir. Et aussi à la fois, je pense que ça représente aussi tous mes amis, tous les proches. En fait, c'est le fait de parler à quelqu'un surtout. Le docteur, c'est cette image-là. Et du coup, évidemment, les psys aussi, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on pense souvent aux professionnels de la santé et parfois il y a aussi l'entourage, la famille, les amis. Ça peut être des docteurs parfois. Ouais. Ils peuvent pas remplacer un docteur à proprement parler sur des médicaments et tout ça, mais en tout cas, en termes d'écoute et tout ça, en tout cas, ça peut faire partie d'une thérapie. Je m'en suis énormément rendu compte. Le thème de la santé mentale, c'est quelque chose qui me touche, mais en vrai, ça touche tout le monde. Ouais. Et je trouve ça bien aussi d'en parler en chanson. Parfois, tu dis même des termes, toi, les TOC, la santé mentale. Ah ouais. Le consentement, c'est des termes qu'on entend peu aussi dans la chanson française. Non, parce que je pense qu'on parle quand on parle de santé mentale en chanson, et j'avais déjà pu le faire un peu avant, on va directement parler de dépression premier degré ou du fait d'aller mal, mais pas de symptômes, pas de ce que ça peut représenter réellement quand tout part en cacahuète, quoi. Et ça, je l'ai vécu, donc j'avais trop besoin d'en parler, quoi. Et il y a aussi une phrase qui m'a marqué, c'est lorsque tu dis « Je vis dans la peur qu'on me traque et que la mort me suive ». Je vis dans la peur qu'on me traque et que la mort me suive. C'est frontal. C'est frontal, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu regardes encore derrière toi ? Est-ce que tu as du mal ? Il y a beaucoup de méfiance peut-être avec des inconnus ? Ouais, quand même. Après, je suis pas sortie pendant des années seule dans la rue pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a une époque où il y a eu le harcèlement homophobe. Je pense que ça a été, ça m'a enfoncé à un moment où je sortais déjà plus trop.
Et aussi parce que j'étais dans une relation d'emprise. Alors du coup, je sortais plus seule, jamais. Genre, j'étais jamais ressortie seule depuis 7 ans. Et du coup, je pense que ces deux choses-là ont fait que quand je suis ressortie, ça a été un enfer. En fait, au début, j'étais vraiment, j'avais l'impression de sortir je sais pas, d'une cave après avoir été enfermée pendant des années. C'était horrible. En fait, j'avais l'impression qu'on me suivait. J'avais peur, vraiment. J'avais de l'anxiété, quoi, mais vraiment énorme. Et j'ai pris pas mal de temps, mais je me suis beaucoup forcée aussi parce que franchement, sinon, je serais encore dans mon appart là. Je prenais même pas un taxi seul. Je prenais pas les transports. Je prenais rien du tout, quoi. Ouais, je comprends. Ouais. Parce que c'est vrai que des personnes... Alors moi, j'appelle ça de la phobie sociale. Bah oui, complètement. Et c'est vrai que le plus dur, pour l'avoir vécu aussi, la phobie sociale quand j'étais plus jeune, le meilleur moyen, alors c'est paradoxal, mais c'est de se forcer et d'attendre que l'angoisse se dissipe. Mais c'est tellement dur, c'est tellement énergivore. Bah c'est horrible, quoi. Enfin, un truc qui paraît hyper simple pour plein de gens, genre aller acheter du pain, devient soudainement une épreuve, mais comme si on venait de faire, je sais pas, un marathon, quoi, de stress. Ça, je l'ai vécu. Je l'ai moins aujourd'hui. J'ai réussi en me forçant à force, voilà. Et j'ai été énormément accompagnée par mes amis, par mon équipe et tout ça. Tout le monde a personne m'a dit non mais n'importe quoi, t'en rajoutes. En fait, tout le monde a capté la gravité de la situation et tout le monde m'a tendu la main. Et ça, c'était hyper beau, je trouve. Et il y a aussi une phrase que j'ai trouvée presque sarcastique. Quand je l'ai écoutée, j'ai eu un petit sourire alors que c'est quand même quelque chose un peu grave, enfin de grave. Après 7 ans de bonheur, rien qu'une heure de discussion, je l'ai jamais revue docteur, elle m'a embrassé le front, elle est partie claquer ailleurs, la SACEM de nos chansons. Je l'ai jamais revue docteur, elle m'a embrassé le front, elle est partie claquer ailleurs, la SACEM de nos chansons. Alors, en plus, c'est vrai. En vrai, c'est vrai que ça fait sourire. Moi aussi, je souris aujourd'hui en l'écoutant parce que j'ai essayé de mettre un tout petit peu d'humour dans le malheur parce que j'avais pas envie d'enfoncer le truc. Mais c'est vrai que déjà, elle m'a embrassé le front et c'est barré. Je l'ai plus jamais revue après 7 ans. Et elle est partie claquer ailleurs la SACEM de nos chansons complètement, quoi. En vrai, c'est ça qui est malheureux, mais c'est pas un secret. Je travaillais avec cette personne et du coup, elle a disparu du jour au lendemain. Et en fait, c'est horrible. Pendant des années, j'ai cru voir cette personne d'une manière dont elle n'était pas du tout. Et tout le monde avait, je pense, remarqué, parce qu'aujourd'hui, de ce que les gens me disent, la parole se libère. Mais personne ne me sentait capable d'entendre ça parce que j'aurais pas pu entendre les gens. Et effectivement, c'est parti. De toute façon, c'est en procédure et tout ça, pénal, pour plein de raisons financières et d'agression aussi. Mais en fait, ça s'est accumulé. Et la SACEM, c'est vrai qu'elle est partie la claquer ailleurs, ça c'est vrai. Voilà. Mais bon, après, les chansons, elles sont ce qu'elles sont. Elle a touché ce qu'elle devait toucher pour au moins ce qu'elle a fait. Je peux pas dire que la SACEM, c'est la SACEM. Je vais pas modifier les titres et tout. Juste, je sais qu'il y a des titres que je vais plus jouer sur scène, quoi. J'ai plus envie de les chanter, quoi. C'est ça aussi qui est ouf avec l'emprise, c'est qu'en fait, on se rend compte que c'est de l'emprise qu'après coup. Ça peut même se confondre avec l'amour. C'est horrible. Et les curseurs sont jamais forcément alignés. Les deux peuvent coexister, mais quand l'un prend le dessus, c'est vrai que c'est dur. Ouais, puis je crois pas qu'on puisse dire là, je suis dans une relation, je suis sous emprise. On le dit souvent quand on en est sorti, c'est vrai. Exactement. En fait, parce qu'on peut analyser la relation, mais avant, on capte pas, quoi. Et moi, j'ai pas capté pendant 7 ans, quoi. Je me suis pris un Boeing dans la gueule à la fin, quoi. Ce qui me rassure et ce qui me met du baume au cœur, c'est aussi qu'aujourd'hui, ça va mieux. Oui, ça va hyper mieux. Ah, je suis contente de l'entendre dire. Tu es dans une relation beaucoup plus douce, plus saine. Complètement. J'en parle librement parce que je sais pas, une personne qui travaille avec moi et tout ça, donc c'est un schéma totalement différent, beaucoup plus sain, qui a sa vie à côté de la mienne, j'ai la mienne, et en fait c'est bizarre aussi, mais c'est en vivant cette nouvelle relation, alors que je m'attendais pas à vivre une nouvelle relation tout court, mais c'est en la vivant aussi que je me suis rendu compte que j'avais traversé vraiment l'horreur, quoi. En fait, c'est en vivant cette relation là aussi, ça met la lumière en fait sur ce qui est normal et ce qui ne l'est pas, du coup, parce que là ça l'est profondément, donc ça fait trop du bien. Mais par contre, oui, ça a mis aussi l'accent sur le avant, quoi. Alors, il y a un autre titre que j'ai trouvé très beau. Il s'appelle Pleurer en dansant, donc vous le connaissez forcément, je vous mets un petit extrait. Pleurer en dansant avec le corps absent. Je crois que je vais tomber. Putain, je vais pleurer en dansant, tellement inonder les gens. Dans mon verre levé, je finirai par me noyer. Et en 3 mots, tu parles de quelque chose que beaucoup de gens vivent après une rupture, je pense. Parce qu'il y en a qui choisissent de s'isoler, il y en a d'autres qui choisissent de faire la fête. Toi, j'aimerais savoir quel a été ton cas et si le fait de sortir pour penser à autre chose, c'est vraiment quelque chose de réel. Ouais. Du moins qui fonctionne. Mais
Mais pas comme on pense, en fait. Je sortais pas dans des soirées où je connaissais personne et tout ça. Vu que de toute façon, j'arrivais pas à sortir seule, j'étais quand même limitée. Donc, je suis retournée, en fait, à ce moment-là de ma vie, je suis retournée vivre vers chez ma mère et tout ça. Enfin, chez ma mère, un peu à l'hôtel aussi. J'ai vraiment pété les plombs à ce moment-là. J'alternais. Et je sortais avec mon meilleur ami au bar du coin, mais vraiment comme quand j'avais 15 ans, quoi. Enfin, vraiment, on a fait les mêmes choses que quand j'étais ado. J'ai abusé parfois et parfois, je voulais pas sortir du tout aussi. Et mes potes m'ont pas mal forcé. Ils m'ont dit, si tu viens là, tu viens. Même si tu mangerais au restaurant, tu viens avec nous. Ah, tu veux boire un verre, vas-y, bois-en autant que tu veux, mais sois avec nous, t'isole pas, quoi. Et du coup, j'ai eu ce truc-là. Mais il y a eu des moments où vraiment, quand cette chanson-là, je l'ai vécue, quoi. Genre, je voyais les gens heureux autour de moi parce que eux, ils étaient en soirée, ils vivaient la rupture avec moi, mais eux, ils allaient pas aussi mal que moi. Donc, du coup, je l'ai vécu, ce truc-là, quoi. De se sentir un peu avec tous les sons qui se mélangent en mode, bon, là, ça va pas trop. J'ai l'impression d'être. Il y a plein de gens autour de moi et je me sens profondément seule, quoi. Ouais, sans décalage. Et je crois que c'est dans la chanson aussi que tu parles de... Oui, voilà, je vais devoir encore braver le bonheur des autres. Ouais. C'est un peu la double peine. Ça, et ça me fait penser d'ailleurs au clip de Bonjour Docteur, quand tu es sur ton brancard. Je sais pas comment on appelle ça. Ouais, c'est grave. Ouais, c'est un brancard. Un brancard. Ouais. et je vois ces deux femmes, dont une qui a une robe de mariée, je crois. Ouais. Et donc ça fait vraiment le contraste avec toi qui est comme ça, allongé. Et c'est vrai que ça doit être dur aussi de voir le bonheur des autres, ou même des gens heureux, tout simplement. Déjà, voir les gens très heureux, ça met une pression quand on l'est pas, je trouve. Ouais. On peut se dire, ok, comment ça se fait que lui, il arrive à atteindre ce bonheur-là et pas moi. C'est pas de la jalousie, c'est vraiment en mode de l'incompréhension. Comment faire, quel est le chemin que je dois emprunter dans ma vie à moi pour être comme cette personne. Après, j'ai aussi capté que parfois, les gens, ils ont l'air hyper heureux et ils le sont pas forcément à 100% au fond. Exactement. Et donc, il y a eu des moments où je me suis dit, ouais, je vais devoir braver le bonheur des autres, vraiment, comment je vais faire et tout ça. Et en fait, j'ai aussi compris un truc, c'est que le bonheur, ça éclabousse un peu aussi, quoi. Donc, j'ai des potes vraiment des potes hyper heureux et tout ça. Et à force de les voir rigoler et tout, même quand j'étais plus bactère, ça a fini par me faire sourire quand même. Et j'ai réussi, dans peut-être des heures de larmes et de tristesse et d'angoisse, à avoir au moins 5 minutes de vraie joie. Et à force, ça a vraiment déteint sur moi. Donc, je pense que c'est pas mal quand même. Mais il faut aussi se dire que les gens qui ont l'air hyper heureux, parfois, ils le sont pas spécialement. Ouais, mais je trouve que c'est une belle image que tu viens de dire, que le bonheur éclabousse. C'est vrai, en vrai, ça, franchement. À chaque fois que je vois des gens hyper heureux, je me dis, bon, il faut prendre un peu de sourire et tout ça. Quand ton sourire, il marche plus, faut essayer de s'inspirer de celui des autres, quoi. Mais... Alors, il me semble que le clip a été tourné. Est-ce que tu as le droit un peu d'en parler ? Il y a ton attaché de presse juste derrière. Est-ce que je vais en parler. Mais non, mais les clips, en fait, c'est assez marrant parce que je suis aussi à une période de ma carrière où j'ai beaucoup plus de liberté qu'avant. Je suis en distribution, j'ai mon label aujourd'hui, je suis entourée de plein de gens et tout ça, et j'ai beaucoup plus de l'occasion de faire des choix qu'avant, beaucoup plus de trucs à gérer. Et c'est aussi la partie de ma vie, j'ai l'impression que j'ai envie de revenir un peu aux bases, quoi. Genre, voir mes potes, faire un clip avec eux, faire des vidéos avec eux, machin. Ramener vraiment le côté humain et de pourquoi j'ai fait de la musique à la base. Et du coup, ce clip-là, qui est de Pleurer en dansant, c'est un peu ça. Il y a mes vrais amis dedans, c'est mes vrais proches. Je les ai tous fait venir dans une maison qu'on a galéré à trouver, mais on a trouvé. Et on a fait une vraie soirée. Et ils ont été tous acteurs dans le clip et tout. Et c'était hyper bien parce qu'en fait... En vrai, je pense que c'est mon tournage préféré depuis le début de ma carrière parce que j'ai vraiment passé un bon moment de vie et on a filmé avec des lunettes qui filment du coup en POV de moi et de la vision de mes potes. Okay, donc du coup, j'ai trop hâte vraiment que les gens voient, quoi. Ils sont acteurs et aussi chanteurs parce qu'on les entend à la fin de... Ouais, alors je les ai aussi... c'est pour ça que je les ai mis dans le clip, c'est que j'ai vraiment enregistré mes potes en studio et tout ça, c'est trop bien en fait. J'ai vraiment amené un peu... Il y a beaucoup de mes amis dans l'album, c'est assez ludique à la fin, là, d'ailleurs on se prend bien la tête sur les mix, il y a pas mal leur voix et tout ça un peu. J'avais besoin de ramener le côté familial dans cet album, le côté vraiment... J'ai réussi à traverser les enfers, mais pas toute seule ce coup-là en fait. Tes amis, aussi ta grand-mère, qu'on retrouve dans le clip de Bonjour Docteur, qu'on avait vu aussi sur la scène du Zénith. Et je savais pas en fait que tu avais cette relation particulière avec ta grand-mère. Est-ce que tu peux en parler ? Ah, carrément, c'est l'amour de ma vie, quoi. En fait, c'est la personne aussi qui m'a le plus inspirée depuis toujours. Même quand ça allait pas, elle, ça va toujours. Pourtant, mon papy, c'était une personne hyper importante pour moi, mais il est décédé, c'était l'amour de sa vie.
J'ai eu cet exemple-là aussi sous les yeux, donc d'un couple qui dure et qui s'aime toute une vie. Ça fait aussi qu'aujourd'hui, je suis une amoureuse parce que j'ai eu cet exemple-là. Mais c'est vraiment ma mamie, la personne la plus combattante que je connaisse. Elle a une jeunesse pas facile et tout. Elle a toujours tout traversé. Elle fait pas du tout de musique et tout, mais elle a trouvé d'autres moyens pour toujours s'en sortir. Elle est trop forte. Incroyable, on l'embrasse. Bah ouais, regardez, en plus, ça regarde tout. Ah ouais. À chaque fois, elle met genre YouTube et tout, et elle croit que ça passe à la télé parce que c'est sur sa télé, c'est trop drôle. Je l'adore. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, c'est aussi une chanson qui, je pense, encore une fois, va aider beaucoup de personnes, parce que c'est un thème qui est très fédérateur dans le malheur qu'on peut vivre. Et j'aimerais savoir si toi, pendant cette période-là, est-ce que toi, tu as eu d'autres artistes peut-être qui t'ont touché, des chansons qui t'ont aidé à te relever ? Ouais, alors dans cette période-là de ma vie, j'arrivais plus trop à écouter de musique parce que ça me faisait beaucoup de mal en fait. Mais en tout cas, quand j'en écoutais, c'était plus des trucs à l'ancienne, quoi. Vraiment des artistes que j'écoutais avant. J'ai beaucoup écouté Lady Gaga à ce moment-là parce que elle a beaucoup de chansons dramatiques qui me font beaucoup de bien. J'adore ses piano-voix en fait. Du coup, beaucoup Gaga et beaucoup aussi de rock vénère à l'ancienne, quoi. C'était vraiment deux salles, deux ambiances, quoi. Un peu comme moi, en vrai, à la fois très pop et à la fois limite métal, genre System of a Down, tout ça, quoi. Ah, je savais pas que tu étais une Little Monster dans l'âme. Si, quand même, ouais. Ah ouais, j'avoue. Ouais. Ouais, j'avoue, ces piano-voix, quand même, ils étaient très marquants. C'est vrai qu'elle a des grosses chansons comme ça au piano qui sont très touchantes. Bah, en fait, les gens disent souvent que c'est une pop star. Moi, je trouve aussi que c'est une rock star, la meuf, parce que sa voix, son grain de voix, ce qu'elle raconte, la manière dont elle s'en fout, et elle fait des choses, elle fait ses choix et tout ça. Moi, elle m'a beaucoup inspirée, ouais. Ah, bah, tu vois, je savais pas. Bah ouais, Je t'aime encore plus. C'est trop mignon, mais c'est vrai que j'adore Gaga. Et on parlait de santé mentale aussi. Il y a une chanson qui m'a aussi beaucoup marqué parce que j'aimais bien la manière dont elle a été construite. Tu listes dans cette chanson, tu listes des symptômes un par un et ça, c'est le fil rouge en fait de la chanson. Bon, je vais pas trop en dévoiler, mais est-ce que parmi tous ces symptômes, parce qu'il y en a beaucoup qui sont cités, est-ce que tu peux me dire peut-être celui qui t'a fait le plus peur ? Ouais, bah en fait, cette chanson, elle est née vers la fin de l'album, bizarrement. Alors que mais parce que j'avais pas pris conscience à ce point-là. Je pensais traverser des traumatismes, je pensais traverser un état dépressif, mais je pensais pas traverser une vraie dépression avec des vrais symptômes à ce point-là, autres que pleurer, pas dormir, des symptômes qu'on connaît moins. Et effectivement, j'ai eu énormément de tocs en fin d'année dernière. Et en plus, je savais que les chansons allaient sortir, que l'album il était prêt et tout. Je me suis dit putain, en fait, je suis dans la merde. Je fais un album qui dit que je vais vers la lumière, que ça va mieux, où je raconte aux gens ce qui s'est passé. Et en fait, je suis en train de plonger complètement dans un sale truc, quoi. Et j'ai été consultée parce que là, c'était trop. J'avais des tocs de pensée, donc des pensées intrusives énormément, tous ces trucs-là et tout. Et ça m'a pourri la vie. Et j'ai vu pas mal de psy, je suis allée consulter une psychiatre qui m'a donné un traitement, qui finalement, je l'ai plutôt fini par l'éviter à un moment donné parce que pas la psychiatre, hein, mais le traitement, parce que j'ai réussi à mettre des mots dessus très rapidement et je pense que ça a dédramatisé les choses. Mais c'est trop bizarre, quoi, parce que quand là, j'ai mal au doigt, par exemple, j'ai mis un pansement, je m'en fous, quoi. Mais quand on a mal, quand c'est dedans, dans la tête, c'est très compliqué. En fait, c'est très compliqué de comprendre pourquoi on a ça et très compliqué à gérer, à en sortir surtout, quoi. Et d'en parler aussi, c'est pas facile, parce que je trouve aller voir tes potes et dire ok, je traverse ça, c'est hyper clair et j'ai envie de pleurer, ça va pas trop. Ça va encore quand ça commence à être des choses genre les tocs, les pensées intrusives, les trucs comme ça, c'est beaucoup plus touchy, je trouve, d'en discuter. Mais merci d'en parler en vrai. Et alors, il y a une phrase qui m'a également transpercé le cœur, forcément, et je pense que là, tu dois savoir de laquelle je parle. Symptôme 16, je me vois au Père-Lachaise. Alors, je trouvais ça glaçant, parce que je me dis, en fait, à un moment, on doit avoir peur aussi. Tu parles de pensées intrusives, on doit avoir peur de ses propres pensées, quoi. Ouais, ça fait peur. Ça fait peur d'avoir des idées comme ça. Ça fait peur à l'entourage aussi, parce que pour le coup, moi, quand la chanson, je l'ai fait écouter, quoi. Donc, et sur le coup, en fait, en la faisant, ça allait déjà un peu mieux dans le sens où j'en avais parlé. Donc, j'ai déjà dédramatisé une situation et je disais effectivement que c'était des pensées intrusives. Après, je me suis dit aussi dans cette chanson, j'ai pas envie de rendre la chanson plus belle, j'ai envie de choquer, j'ai envie de dire la vérité en tout cas. Enfin, si c'est choquant, c'est comme ça, quoi. Mais en gros, je me suis dit, il faut vraiment que je liste tous les symptômes et que les gens... je sais qu'il y a des millions de personnes qui ont déjà pensé à ça, alors que c'est des gens aujourd'hui qui vont mieux et qui sourient et tout ça. Et pour les gens qui le vivent actuellement, je trouve ça un peu fort de le faire parce que je me dis que je me suis sentie seule à des moments aussi, quoi. T'as hésité, du coup, à poser ces mots ? Ouais, j'ai hésité. Ouais.
Okay. Bah ouais, parce que je me suis dit, c'est hardcore, quoi. Mais même quand je l'ai fait écouter à ma mère, quoi. Enfin, ma mère, elle était en mode, ouais, tu vas loin quand même dans cet album, dans les textes et tout. Je dis, ouais, mais en fait, ça a été comme ça, j'ai été aussi loin dans ma tête, quoi. Donc, tant mieux parce que je vous l'ai fait écouter aujourd'hui et tout ce que je dis, ça c'est pas passé finalement. Mais j'y ai pensé et j'ai voulu le dire, quoi. Je comprends. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de te voir aussi aujourd'hui avec Bah un oui. sourire. Mais c'est pour ça que je suis prête à sortir cet album. C'est parce que je suis prête à en parler, parce que je sais que ça va mieux. J'aimerais savoir quel a été ton premier pouvoir de guérison dans tout ça. Est-ce que c'est la musique, le public ? Bah, ça a été le public au début parce que quand j'ai tout traversé, en fait, j'étais en tournée sur l'album. Du coup, l'album, en plus, que j'avais fait avec mon ex, du coup, contre qui j'ai porté plainte. Et voilà, donc tout était horrible. Je me suis retrouvée en tournée dans un tourbus, seule. Je savais rien faire seule. J'étais avec ma valise, mon chien. J'étais en panique. Le seul moment où j'allais bien, c'est quand j'allais sur scène. J'allais mal, au fond, je pleurais vraiment, c'était même plus de l'interprétation et tout ça. Donc les gens ils applaudissaient en me disant « Ah, t'interprètes trop bien », alors que c'était juste vrai. Mais par contre, ça m'a fait un bien fou de voir des gens sourire et des gens me relever, parce que c'était le public à ce moment-là. Donc je dirais le public en premier quand même, et l'album ensuite. Ensuite, retourner en studio, mais pas sur le coup, parce que j'arrivais pas à digérer. Mais c'est vrai que je remarque... en tout cas, dans ton cas, que l'amour et le soutien du public, il est indéfectible. Et il y a une image qui me vient en tête. Alors, je ne sais pas si c'était pendant cette période-là. Il me semble que tu étais à l'Adidas Arena où ils commencent tous à lever leur carton. Et que ça crée le drapeau de notre communauté. Je trouve ça tellement beau, putain. Hyper émouvant. Non. J'avoue, je commence à chanter Amour Censure à l'Adidas Arena. Je sais pas, il y a genre 9000 personnes. Et genre là, je vois... que ça crée un énorme drapeau avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et du coup, j'étais vraiment... je me suis dit, en fait, ce qui est ouf aussi sur le coup, c'est que j'ai pensé aux personnes qui ont organisé ça, parce que j'ai quand même quelques fans qui ont imprimé qui ont tout organisé dans l'Adidas Arena. Et qui ont... que ça demande, putain. Ouais, aller tout distribuer le matin sur les sièges et tout ça, aller les donner aux gens dans la fosse et tout. C'était hyper organisé. Et en fait, quand j'ai vu ça, déjà, j'ai été hyper émue, mais le premier truc qui m'a traversé l'esprit, c'est putain comment elles ont fait quoi pour préparer ce truc là. Enfin, parfois j'arrive déjà pas à préparer je sais pas à repasser un truc pour le lendemain matin, et eux ils font ça quoi. Non, franchement, j'ai un public incroyable. Bravo. Et il y a un autre thème majeur aussi dans cet album, encore une fois trop peu traité je trouve en chanson française, c'est la question autour du consentement. Ah oui, ouais. Alors je sais que tu es aussi engagé contre l'homophobie aujourd'hui, on peut le dire, sur la santé mentale aussi. Bien sûr. Est-ce que parfois, tu as le sentiment que ton rôle d'artiste dépasse peut-être la musique ? Ouais, ça met une pression, surtout quand on arrive sur des sujets comme ça, je trouve. J'avais eu la pression à l'époque avec Amour Censure, mais sans savoir ce que ça allait donner. Mais maintenant que j'ai traversé tout ça avec Amour Censure, et des belles choses aussi, mais que ça a eu une ampleur comme ça, j'ai aussi la pression quand je sors un titre un peu engagé aujourd'hui, parce que je me dis... faut que je le porte après. Après aussi, je sors jamais un titre engagé si c'est pas un truc que j'ai vécu. Si c'est juste m'emparer d'un sujet et... Amour Censure, j'ai vécu l'homophobie. Mon consentement n'a pas été respecté, donc du coup, je peux en parler. Et la santé mentale, malheureusement, pour moi, il faut en parler et je l'ai vécu aussi, mais j'essaye de pas voler des sujets que j'ai pas vécu. C'est hyper important pour moi, mais ça me dépasse, parfois. Oui, c'est vrai, c'est toujours ton histoire. Il y a aussi un moment dans la chanson, on entend ces phrases. J'ai remarqué aussi dans tes chansons, il y a beaucoup parfois des bribes de dialogue, que ce soit tes amis ou parfois des choses un peu plus dures, comme ici. Elle cherche le buzz. Pourquoi n'a-t-elle pas porté plainte avant ? On dit, et c'est vrai, la violence continue toujours après les faits. C'est ça qui est horrible, c'est que c'est une double peine en fait. En vrai, tu traverses des choses horribles. Après, tu décides d'être fort parce moi, j'ai eu la chance d'être pas mal entourée par mes amis, ma famille et tout ça. J'ai réussi à en parler assez vite quand même, heureusement. Du coup, tout le monde m'a soutenu dans mon envie de porter plainte et tout ça. Après, du coup, tu portes plainte. Moi, en l'occurrence, je suis une personnalité publique, donc en plus, ça sort. Donc bon, c'est sorti. Donc après, il y a les commentaires. Énormément de soutien pour le coup, j'ai eu beaucoup de chance, mais quand même toujours des gens
des gens qui comprennent pas et qui pensent vraiment qu'aujourd'hui, en portant plainte, on va gagner de l'argent. Mais enfin, ça coûte de l'argent de porter plainte. En fait, ça en rapporte pas. Faut quand même le préciser, quoi. Et du buzz, mais enfin, franchement, je vois pas en quoi ce serait hyper stylé. Enfin, c'est pas stylé du tout d'avoir vécu tout ça. Et en fait, du coup, j'en parle parce que ça m'est arrivé, mais ça arrive tout le temps. Là, je vois les dernières accusations en date, les commentaires, j'ai envie de vomir, quoi. Enfin, il y a un moment donné. Et puis en plus, c'est des arguments que les personnes contre qui on porte plainte utilisent aussi, donc en commentaire. Donc c'est n'importe quoi. Les gens parlent de ce qu'ils savent pas, en fait, vraiment. Il y a eu tout le moment où, avant que je porte plainte, j'avais fait une chanson là-dessus et tout ça. Du coup, après, il y a eu la prise de parole et du coup, la plainte. Donc j'ai encore changé la chanson. Après, je me suis dit non. Il faut vraiment. C'est pas assez ce que j'ai vécu. C'est horrible, en fait, parce que j'ai pas envie de. Enfin, il faut à la fois que ça soit écoutable pour les gens. Ouais. Et du coup, j'ai refait encore une chanson. Et là, je me suis dit, elle est trop personnelle pour le coup. Je peux pas balancer tout ça comme ça. Il y a des gens qui vont être choqués trop et tout. Et j'ai refait un truc plus en mode hymne tel qu'elle est aujourd'hui. Parce que j'ai envie... parce que je me suis sentie plus à l'aise comme ça, avec cet angle-là. Mais là, j'ai jamais autant changé, je crois, de chansons sur ça. Avant d'arriver à celle-là, franchement, ça a été un très long chemin. Mais c'est ça aussi que je trouve beau avec la musique, la pop ou la variété française, c'est que, en fait, je trouve on en parlait avec Madion, le dernier artiste que j'ai reçu, c'est il y a souvent du snobisme autour de la pop, de la variété française, et en vrai, elle peut tellement sauver des vies, elle est tellement importante. Mais en fait, la musique, de manière générale, il y a toujours des rageux qui vont dire « Ah, c'est trop commercial, machin », mais moi, en fait, j'ai pas honte de dire que j'aime bien être populaire. Quand il y a une chanson qui passe plus en radio que les autres, quand les gens la scandent, la chantent, mais en fait, je suis contente. Je me dis, en fait, trop bien, j'ai rassemblé des gens, j'ai rendu des gens heureux. Après, je fais jamais mes choix pour qu'éventuellement ça fonctionne. Mais en tout cas, quand ça marche, tant mieux, quoi. Il n'y a pas de honte à avoir avec ça. En plus, j'écoute beaucoup de pop, j'écoute aussi beaucoup de rock, beaucoup de métal et tout ça. Et c'est des milieux aussi où il y a des groupes qui sont mis de côté parce que c'est pas assez métal, c'est pas assez rock. En fait, ça me saoule un peu tout ça, toutes ces espèces de en fait, on écoute de la musique parce que ça nous fait du bien, c'est tout, quoi. Et on en fait parce que ça nous fait du bien. Grave. Et il y a une chanson qui nous a fait beaucoup de bien, qui a été streamée des centaines de millions de fois, 100 millions de fois, je crois, plus de 100 millions, qui a été d'ailleurs certifié diamant récemment. C'est ton 3e disque de diamant? Ouais, je crois. En diamant, c'est 3. Après, j'ai plein de platines et tout, c'est ouf, en vrai. De ouf. Bon, vous l'avez compris, je parle d'amour censure. C'est une chanson qui a complètement changé ta carrière, en vrai. Ouais, ma vie. Ouais, carrément. Ouais. Ah ouais? Ouais. Tu penses... Par exemple, si demain on te demande, enfin je vais te le demander maintenant d'ailleurs, pour toi, quelle est ta chanson signature? Est-ce que tu penses direct Amour censure ou à une autre chanson? Non, je pense que je pense à Ta marinière parce que c'est la première prise de parole et en tout cas, ça a été l'énorme succès du début. Après, je pense évidemment à Amour censure en tant que personne et en tant qu'artiste dans ce cas-là, quoi. Ouais. Plus que, je pense que mon Ta marinière, ça a été Salut j'existe et Amour censure, c'est Salut voilà qui je suis en fait. Et du coup, les deux, elles ont la même valeur dans mon cœur, mais plus Amour censure évidemment parce que elle a bouleversé ma vie dans le bien comme dans le mal, mais en tout cas ça a créé un bordel quand même. Un joli bordel, parce que ce que je trouve fou avec cette chanson, qu'il y a un joli paradoxe en fait, c'est qu'elle est née de la haine. Ah ouais. Et en fait, maintenant, elle accompagne, enfin, je pense que vous avez tous vu, mais elle accompagne des demandes en mariage, parfois même sur ta propre scène. J'ai envie de chialer à chaque fois. Moi, je suis fragile avec les demandes en mariage. Faut se calmer sur la prochaine tournée parce que moi, je finis vraiment en larmes à chaque fois. Mon rêve de faire ça, en vrai. Mais donc, pour rappel, oui, cette chanson fait un parallèle avec ce qui s'est passé aux Victoires de la musique. Ouais. Pour un geste pourtant très simple, juste montrer deux femmes qui s'aiment, ce qui a déclenché beaucoup trop de haine, en vrai. Quand tu repenses à cette soirée, c'était maintenant il y a 6 ans, je crois que c'était 2020. Ouais, carrément. 2020. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est un événement qui te reste encore en tête? Ouais, quand même. En fait, j'ai quand même un petit trauma avec ça, quoi. Mais en fait, il y a eu plusieurs choses. C'est que déjà, il y a cette... En fait, quand on fait les Victoires de la musique, on doit préparer un tableau avec soit de la danse, soit de la musique. En tout cas, il faut un truc en plus aux Victoires de la musique. C'est pas comme d'autres télés. Voilà, c'est un événement. C'est un événement, ouais. Enfin, musical aussi, je trouve. Il faut préparer ce truc-là. Et du coup, j'avais dit, oui, je vais embrasser une danseuse à la fin, sur des propos homophobes. Bon, c'était pas non plus... j'avais pas l'impression de faire l'acte militant de l'année, en tout cas, parce que ça allait avec la chanson, quoi. Et d'ailleurs, mon équipe, à l'époque, était en mode, mais ah bah oui, fais ça trop bien, ça va trop bien imaginer la chanson. Enfin, personne s'est dit, oulala, enfin, limite, je me rappelle de mon producteur à l'époque qui me dit...
Non mais Madonna l'avait fait de toute façon. Limite, est-ce qu'il faut le faire parce que c'est même plus un happening aujourd'hui et tout. Limite quoi. Et du coup, je lui dis si, bah on le fait quand même et tout. Et donc je le fais et déjà il y a une coupure. J'ai eu un chat noir ce soir-là et j'ai eu une coupure de son en plein milieu de la chanson. Ouais, c'est un truc que j'ai essayé de supprimer de partout parce que ça m'a fait hyper peur. En vrai, sur le moment, ça a débranché un truc hyper violemment. Donc déjà, je suis dans la prestation, mais complètement à l'ouest. J'entends plus rien. À la fin, j'embrasse la danseuse et tout ça. Et en fait, sur le coup, j'ai pas de réseau. Je suis victime de la musique. Je regarde pas mon téléphone. En fait, j'ai fait ma presta, je suis vénère à cause du bug, en fait. Ouais. En vrai. Mais tu penses même pas à l'autre. Ouais, je suis en mode, oh putain, fais chier, il y a eu un bug et tout. Et je me rappelle, on fête un peu le fait d'avoir été nommé victoire et tout ça, donc on fait un peu la fête la nuit et tout. Et là, je rentre chez moi, le lendemain, mon téléphone, c'était une catastrophe, quoi. Mais trop bizarre parce que le premier truc que je vois, c'est les jolis articles. J'ai eu les médias de mon côté à fond, des jolis articles, quoi, en fait, et hyper engagés et trop bien. Et d'un seul coup, j'allume Insta, c'est une cata, quoi. Genre. C'est des groupes qui arrivent en meute, quoi. Genre, ils arrivent sur moi pour m'insulter et tout ça. Et je me dis, bon, ça va leur passer, ça va durer 3-4 jours. Donc au début, c'est juste des insultes comme ça. Et franchement, 10 jours après, c'est parti en cacahuète. C'était des menaces de mort. J'étais partie en plus en week-end. Je savais pas comment j'allais pouvoir rentrer chez moi. Même mon adresse, elle était sortie. Enfin, c'était n'importe quoi. N'importe quoi. Et ça a duré un moment. Ça a duré, franchement, quasi... En tout cas, il y a eu 6 mois de harcèlement vénère comme ça, de harcèlement vénère. Et après, il y a eu encore, à chaque fois, des retours dès que je prenais un drapeau LGBT sur scène ou dès que je chantais la chanson, voilà, ou dès que je faisais une télé. En fait, dès que je me montrais, ça repartait en cacahuète, quoi. Mais genre vraiment systématiquement, quoi. Peu importe le média dans lequel j'étais. C'était ouf. Je trouve ça ouf. Est-ce que, par rapport à tout ça, est-ce qu'il y a eu des procédures? Est-ce qu'elles ont abouti? Ouais, ça a été une galère parce que c'est arrivé, il y a eu le Covid et tout ça, donc du coup, tout un peu mis sur pause, mais du côté de la justice aussi, donc ça a pris énormément de temps. Il y a eu une seule personne condamnée sur les milliers de menaces reçues. Il y en avait eu, ils ont réussi à en trouver plus que une personne, mais il y avait des mineurs dans le lot, beaucoup de mineurs, donc bon, voilà quoi, et pas mal de gens qui, il n'y a pas eu de suite quoi, en fait. Une personne. Ouais, mais c'est, en fait sur le coup j'ai été hyper déçue. Je suis pas allée au procès moi parce que j'étais pas face à une personne, j'étais face à des milliers de personnes dans mon cerveau, donc c'était trop bizarre de me retrouver face à un mec en fait. Grave. Je suis pas allée au procès, mon avocate elle y a été, j'ai mis un post à ce moment-là, la personne concernée qui a été condamnée n'a pas été au procès non plus, donc c'était un peu un moment très bizarre je pense, et voilà quoi. Après je me suis dit quand même tout ça et tout ce bordel pour arriver à ça, mais quand même j'ai montré l'exemple parce que il y a eu plusieurs procès à ce moment-là, il y a eu Eddie de Pretto aussi à l'époque et tout ça, on est plusieurs à pas avoir lâché et ça a toujours dans ce genre de situation à cette période-là abouti à une condamnation au moins, et je me suis dit au moins ça montre l'exemple quand même. Après oui, si demain t'insultes quelqu'un sur internet et qu'il y a une seule personne condamnée, ça peut faire un peu je sais pas si ça fait réfléchir à ce point-là, mais ça peut te tomber dessus, quoi. Donc j'espère qu'au moins ça a un peu calmé. Moi, j'en reçois beaucoup moins qu'avant. En tout cas, j'ai pas mal fait de tri aussi. Je les ai bloqués au fur et à mesure. Voilà. Après, j'ai pris voilà, depuis le procès et tout ça, j'ai un garde du corps en tournée. Enfin, c'est voilà, dans certains endroits, je sais quand je peux éventuellement peut y avoir un problème. Donc j'ai quand même réfléchi ma vie autrement. Ouais. D'accord. Et tu penses que l'histoire de cette chanson aurait été différente s'il n'y avait pas eu les victoires de la musique? Bah, je pense, hein. Franchement, c'est une question que je me suis beaucoup posée, mais je pense ça a illustré malheureusement parfaitement le propos. Ça a fait l'extrême inverse de ce que je disais, quoi, en fait. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Bah, c'est toute la question que je me suis posée tout le long de la promotion de ce titre, quoi, en fait. Il y a quelque chose qui donne de l'espoir, je crois que je t'en parlais en off, je ne sais plus si on avait déjà commencé l'interview, mais ce qui redonne de l'espoir dans tout ça, c'est quand je vois ce petit garçon, je vous mets la vidéo, quand je vois ce petit garçon chanter les paroles, il est connecté à toi. Ah ouais. Je trouve ça magnifique, quoi.
c'est touchant quand il y a des demandes en mariage, c'est touchant quand je vois tous mes fans chanter, mais quand je vois un gosse chanter ça avec ses parents à côté de lui et qui sont en train de chanter avec lui, enfin moi je me dis en fait c'est trop bien, c'est le monde de demain. Donc en fait c'est ça qu'on veut nous, enfin c'est de la bienveillance et je me dis ce gosse là il éduquera les cons quoi. Exactement, c'est très bien dit. Bah ouais. Est-ce que justement quand tu vois ça t'as l'impression peut-être de prendre une sorte de revanche? Ou tu es pas dans ce mood-là de vouloir prendre ma revanche? Je suis pas très revancharde. Je suis tout le temps revancharde, en tout cas quand je le suis vis-à-vis de moi-même plutôt. Tu vois, t'as traversé tout ça, mais là aujourd'hui, kiffe parce que j'ai du mal à kiffer les choses quand elles ont lieu. Je kiffe après, quoi, en décalé. Parce qu'on n'a pas forcément l'impression je pense qu'on vit un truc incroyable quand on est en train de le vivre. Mais du coup, je suis revancharde sur ce que je vis moi. Après, sur tout ce que j'ai... Sur ces gens-là, en fait, j'ai pas de revanche à prendre. En fait, c'est juste à eux de s'éduquer. Leur vie, elle va être trop pourrie, quoi. Enfin, c'est une catastrophe. Hein. Moi, j'ai pensé à ma santé mentale après au bout d'un moment et je me suis dit je vais pas passer ma life à porter plainte contre dès que je reçois un truc parce que à la fin ça devenait invivable et je me suis dit en plus j'en ai pour combien d'années, il y a pas de fin à la connerie quoi, donc voilà. Après quand ça va trop loin, j'ai reporté plainte quelques fois quand il y avait vraiment j'ai reçu des menaces parfois un peu hardcore, j'ai porté plainte en fait, au moins ça laisse une trace quoi. Revenons sur ce nouvel album, est-ce que tu penses que c'est le plus important de ta carrière? En vrai, je dis ça à chaque fois, donc mais parce que je pense que dès qu'on met le point final d'un truc qu'on a fait, sur un truc qu'on avait fait, on le dit, mais là, je pense sincèrement que c'est vraiment le plus important de ma carrière. En tout cas, j'y aborde les sujets les plus importants. Et je reviens de tellement loin que je pense que je suis obligée de dire ça de cet album-là parce qu'il m'a vraiment sauvé celui-là. Ouais. Tu dis aussi parfois, mon public m'a sauvé la vie, la musique t'a sauvé. Ouais. Et c'est ça qui est beau, c'est que l'amour et l'art permettent toujours. C'est toujours incroyable. D'ailleurs, quand je vois des ados parfois qui viennent me voir à la fin des concerts, leurs parents qui me disent je sais plus quoi faire, il va pas bien ou elle va pas bien, à chaque fois le conseil que je donne c'est d'essayer de trouver le truc pour transformer. C'est pas forcément la musique, tout le monde n'a pas envie de chanter, tout le monde n'a pas envie d'écrire, de faire un instrument et tout ça, mais il y a plein d'autres manières. Il faut juste savoir où ranger les trucs, quoi. Parce que quand on les range tout le temps dans notre tête, ça déborde au bout d'un moment. Donc, il faut transformer, mais il faut faire un dessin, il faut jouer aux jeux vidéo, il faut sortir voir ses potes, il faut toujours réussir dès qu'il nous arrive un truc qui va devenir un trauma, il faut réussir à tout de suite faire quelque chose pour soit en parler direct, soit pour transformer. Ouais. C'est une sorte d'échappatoire, effectivement, ça peut être un loisir, comme tu dis. Mais vraiment. Ouais. Toi, d'ailleurs, il y a d'autres choses qui te... T'es pas une gameuse aussi dans l'âme? Ah ouais. C'est pour ça que j'ai cité l'exemple des jeux vidéo, mais pour le coup, ça m'a aussi fait énormément de bien, les jeux vidéo. C'était... ça m'a rapproché aussi de potes. Je jouais avec une pote à Fortnite. J'ai joué à FIFA à un moment donné, n'importe quoi. Mais franchement, j'ai joué énormément, dès que je suis en période un peu de creux où je sais qu'il faut pas trop que je compose, faut pas machin, parce qu'il faut que je me repose, je joue du coup. Je mets mon cerveau ailleurs, quoi. Et là, donc cet été, tu vas pouvoir te reposer un peu avant la grosse promotion de Carrément. l'album. Si on refait cette interview dans, allez, on va dire 5 ans, quelles sont les choses que tu aimerais qu'il se soit passé? C'est pas très français, pardon. Mais j'ai grave compris. Ah d'accord. J'ai compris, t'inquiète. À toi. Non, mais j'aimerais bien que cet album ait vécu la vie qu'il doit vivre. J'ai fait une phrase très compliquée aussi, j'ai l'impression d'être Père Fouras. Comment ça fatigue de faire une énigme et tout. Mais non, mais en fait, je trouve que j'ai mis beaucoup de vérité dans cet album et j'espère que la vérité que j'ai mis dans cet album va arriver dans les oreilles des gens. Ce coup-là, j'ai pas envie de parler en succès, quoi, en chiffres, en machin, mais j'ai juste envie qu'il ait une jolie vie. C'est hyper important. Je sais que je pense que dans 5 ans, il y a peut-être des titres de cet album-là que j'aurais peut-être plus envie de chanter parce que j'aurais peut-être encore plus de bonheur et tout ça. Mais en tout cas, j'ai envie de les assumer pleinement, ces chansons, et d'en être fière dans 5 ans, quoi. Trop bien. Mais oui, c'est ce que je me disais, ces chansons-là, aujourd'hui ça va mieux et ces chansons-là t'ont permis d'aller mieux. Mais je me dis, est-ce qu'il y a un moment peut-être de ta vie où ça va peut-être aussi te replonger et ressasser des traumas, tu vois? Je pense qu'il y aura, comme un peu tous les albums, tu gardes 2-3 titres et un peu avec les tournées, puis tu remplaces par le nouvel album et tout ça. Je pense qu'il y a des titres dans cet album-là, évidemment, qui seront beaucoup moins douloureux dans quelques années. Mais d'ailleurs, là, c'est déjà moins douloureux. Hein. C'est pour ça que je vais pouvoir faire une tournée en l'assumant pleinement, des interviews et tout ça. C'est justement parce que je vais mieux que je peux en parler. Mais donc, effectivement, il y a des chansons qui auront peut-être disparu d'ici là. Je comprends. Tu parlais de la scène, il y a l'Accor Arena qui a été annoncée, je crois.
Bravo. Ah ouais, non, mais là, c'est... Ouais, c'est fou, c'est mon rêve un peu de gosse. Donc, Trop bien. Oui, j'allais dire, c'est quoi ton plus grand rêve? Là, tu vas en accomplir un, du coup. Bon, c'était pas spécialement... J'osais même pas rêver de ça, en fait. Mais je pense qu'au fond, je me dis... En tout cas, j'ai fait les choses dans l'ordre, quoi. J'ai fait la Maroquinerie, la Cigale, l'Olympia, le Zénith, l'Adidas Arena. Et là, on arrive à Bercy. T'as commencé dans la rue aussi. Et j'ai pas parlé de la rue avant, mais oui. Donc, De la rue à Bercy, vous voyez, les amis, mettez tout votre esprit dans ce qu'on parlait en fait tout à l'heure, l'échappatoire, que ce soit la musique, votre art. Et putain, il se passe trop de belles choses après, franchement. On a beaucoup parlé de ton public. Est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à leur dire? Bah ouais, mais c'est marrant parce que je suis en train de préparer le livret de l'album, en fait. J'adore ce moment-là et c'est à la fois beaucoup de pression. Je sais pas combien de personnes regardent le livret, mais moi, j'ai l'impression que ça va être vu, ça risque d'être vu par tout le monde. Donc, les remerciements. Et en fait, on arrive toujours au moment du remerciement du public. Et franchement, hier soir, j'étais en train de réfléchir. Mais je crois que je vais écrire un truc du genre merci vraiment de m'avoir souri autant quand moi, je souriais plus sur scène il y a 1 an et demi maintenant. Parce que du coup, ça m'a inspiré, j'ai retrouvé mon sourire, quoi, grâce à ça. Donc, je vais écrire un truc à peu près comme ça. Ce sera plus français et mieux écrit. Mais en tout cas, c'est ça. Enfin, merci de me sourire, merci de me porter, merci d'être là même quand je leur demande pas, en fait. Ils sont toujours là. Trop bien. Eh bien, merci Oshi, surtout merci à toi. Merci. Pour ton temps, d'avoir pris le temps de me parler avec autant de sincérité. J'ai adoré. Moi aussi, j'ai trop kiffé. Trop bien. J'ai hâte que vous puissiez découvrir l'album. J'ai hâte que tu puisses le défendre sur scène. J'ai hâte de te voir à l'Accor Arena. Et encore une fois, je te souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Et tout pareil pour toi. Merci. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Et merci à toi aussi encore une fois. Merci.